En Tanzanie, l'Olduvai Langai fascine par les nombreux mystères qu'il recèle. Waouh! Ah, c'est exceptionnel. J'ai vraiment du mal à croire que c'est de la lave. Hein. Il y a très longtemps, quand les premiers explorateurs sont venus ici, ils pensaient que c'était de la neige vu de loin. À ses pieds, sur les rives du lac Natron, le peuple Maasai vénère le dieu qui sommeille dans son cratère fumant. Je peux vous donner ma bénédiction. Isolés et difficiles d'accès, ces célèbres laves blanches ne s'offrent qu'aux plus téméraires. J'ai jamais vu une pente aussi raide. On est bientôt arrivé. Depuis plus de 15 ans, je parcours les volcans actifs de la planète à la rencontre de celles et ceux qui vivent au plus près d'eux. Partager leur quotidien, c'est comprendre un peu mieux l'histoire vivante de la Terre et de ses habitants. La Tanzanie se situe en Afrique de l'Est, en bordure de l'océan Indien. À la frontière avec le Kenya, adossé au lac Natron, le volcan Olduvai Langai. La ville d'Arusha se situe au carrefour des plus beaux parcs nationaux du pays. C'est ici que je retrouve Mathieu Kervin, volcanologue à l'Université de Bruxelles, l'un des rares spécialistes du Langai. Mathieu, Salut Arnaud. bonjour, ça va? Enchanté. Et tu m'as donné rendez-vous dans un endroit animé ce matin. Ouais, c'est super, hein, c'est le marché de Arusha. C'est là qu'on a fait les courses. On est presque prêt avec tout le matériel pour partir. La finalité de notre expédition, c'est l'Olduvai Langai, c'est ça? C'est ça, l'Olduvai Langai. C'est un volcan que j'ai découvert il y a plus ou moins 15 ans. Et puis en 2007-2008, il a fait une grosse éruption. Et depuis, je ne suis plus retourné. Donc je suis impatient de découvrir ce qu'il est devenu depuis. Ok, donc on n'a plus qu'à charger. Hop. Des heures de piste à travers la vallée du Rift nous séparent encore du volcan. L'Olduvai Langai est le seul volcan actif de Tanzanie. En 2007, il a projeté ses cendres à plus de 250 km de distance. Un événement exceptionnel dans cette région volcanique reculée, encore peu connue des scientifiques. L'éruption de 2007 a créé un immense cratère. Pendant des années, le fond de ce cratère n'était pas visible. Mais aujourd'hui, en partie comblé par de nouveaux épanchements de lave, il est à nouveau accessible au regard des scientifiques. Pour Mathieu Kervin, c'est l'occasion ou jamais de retourner sur ce volcan difficile d'accès. Et pour la première fois, de cartographier son cratère. Après des heures de piste, le majestueux Olduvai Langai se dévoile enfin sous nos yeux. L'objectif ici, c'est de gravir ce volcan 10 ans après sa grosse éruption de 2007 et de voir qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la topographie du cratère. Et donc cette expédition va peut-être pouvoir montrer quel est le niveau d'activité actuel et voir si on peut s'attendre à une évolution plus explosive. En espérant que ce ne soit pas pour les prochains jours, en tout cas. J'espère également. Hop, hop, hop. Bon, c'est pas l'autoroute pour y aller. Hein. L'Olduvai Langai domine la savane africaine du haut de ses 3000 mètres. Son intense activité est directement liée à l'ouverture du Grand Rift Est-Africain, cette immense fracture de l'écorce terrestre qui déchire l'Afrique orientale du nord au sud sur plus de 6000 km. On est dans le Rift, c'est un des seuls endroits au monde où on voit la croûte terrestre s'étirer, se déchirer quasiment. C'est vraiment une très large vallée, mais à fond plat, qui est formée par l'écartement de deux parties du continent.
Et puis les deux parties vont tellement s'écarter qu'au final, ça va se fracturer et le bloc central va s'affaisser. Et c'est ça qui va former cette grande vallée avec une différence de niveau de plusieurs centaines de mètres. Ces mouvements, ils ont à voir avec la tectonique des plaques, c'est-à-dire les grands mouvements qui agitent la croûte terrestre. Voilà, toute la croûte terrestre est divisée en grandes plaques et celles-ci bougent les unes par rapport aux autres. Mais ce sont des mouvements vraiment très très lents, de l'ordre de quelques millimètres à quelques centimètres par an. On peut comparer ça par exemple à la croissance de nos ongles. Et c'est au cours de millions d'années qu'on va pouvoir former ce genre de rift. Au fond de cette vallée, sous l'effet de l'écartement des plaques, la croûte terrestre est plus mince. Des fractures se forment, le magma remonte à la surface et donne naissance à de nombreux volcans. En Tanzanie, un seul d'entre eux est encore actif à ce jour, le Lengai. C'est ici qu'on comprend vraiment qu'on est sur une terre dynamique. Oui, effectivement, on a des périodes où tous les continents étaient proches l'un de l'autre et puis ils se réécartent. C'est une véritable danse des continents au cours des temps géologiques. Au creux de cette immense vallée vivent les Maasai, un peuple de guerriers et d'éleveurs semi-nomades. L'Oldoigno Lengai est leur volcan sacré et ces terres volcaniques leur domaine. Pour nous rendre au sommet du Lengai, il nous faudra leur accord et leur aide. Nous arrivons dans un boma, le village traditionnel Maasai, posé au pied du volcan. Mwenga, un jeune guerrier, sera notre ambassadeur auprès de la communauté Maasai. Hello Mwenga. Je te présente Arnaud. Bonjour. Je m'appelle Mwenga. Bienvenue dans mon village. Mwenga, merci beaucoup. Quand j'arrive ici, j'ai un rêve, c'est de monter sur le volcan, parce que c'est ma passion. Mais pour les Maasai, pour vous qui vivez ici, vous avez un lien qui est un lien complètement différent avec ce volcan. Pour les Maasai, le Lengai est la montagne de Dieu. Quand le volcan est actif, c'est Dieu qui veut communiquer avec nous. Et s'il y a une grosse éruption, c'est qu'il est en colère. Mwenga nous introduit auprès du Laibon, le guide spirituel de la tribu. C'est vers lui que se tournent tous ceux qui souhaitent entreprendre l'ascension du volcan et obtenir les faveurs de la divinité. Selon la tradition Maasai, il est l'intermédiaire entre le dieu Engai et les hommes. Hello. Hello. Comme vous venez ici en ami, je vais m'assurer que tout se passe bien. Et pour le savoir, il faut que je vérifie grâce à mes calebasses. Ça y est, je vois ce qui va se passer dans la montagne. Tout est clair. Je peux vous donner ma bénédiction. Ça va. Merci beaucoup. Bonne chance. Nous attendons la fraîcheur du matin pour entamer l'éprouvante ascension du volcan. Alors que la nuit tombe doucement sur le village Maasai, les chants traditionnels s'élèvent et emplissent l'air d'une émouvante solennité. Le lendemain, guidés par Mwenga, nous sommes prêts à gravir les pentes abruptes du volcan. Mathieu, c'est là qu'on commence? Eh oui, on n'ira pas plus loin avec la voiture, donc à partir d'ici, c'est à pied. Ok, bon, la pente a l'air bonne, hein? Oui, ça va être rude. Je pense qu'on est prêt. On y va? Ok. Nous nous lançons à l'assaut du Lengai. Il nous faudra une journée entière pour atteindre son sommet où nous passerons la nuit.
Après seulement 1 heure de marche, nous rencontrons une immense coulée de lave blanche crachée par le volcan juste avant l'éruption explosive de 2007. Cette teinte unique au monde s'explique par la présence de minéraux rarement rencontrés dans des laves, les carbonates. Pendant que Mwenga cherche un passage sûr vers le sommet, nous prenons le temps d'admirer cette merveille géologique. Voilà, ma première coulée de carbonatite. Ça, c'est la coulée qui s'est mise en place en 2006. On a l'impression de marcher sur de la glace, là. Ça crie sous les chaussures. Oui, effectivement, il y a très longtemps, quand les premiers explorateurs sont venus ici, ils pensaient que c'était de la neige, vu de loin. J'ai vraiment du mal à croire que c'est de la lave. Hein. Ça s'effrite. Regarde, si on essaie de prendre Ah, c'est incroyable. un bout, tu vois, c'est vraiment très facile à casser. Il faut un coup de marteau, c'est pas grand-chose. On a l'impression de voir un boudoir avec du sucre glace dessus. Mhm. Donc ça, c'est dû à une composition chimique unique au monde. Oui, tout à fait. Ces laves contiennent du carbonate. Donc, c'est des laves qui vont réagir avec l'humidité atmosphérique et qui vont alors changer de couleur, qui passent du noir au blanc en quelques heures. Mais ce n'est qu'une altération de surface. Il n'y a que sur ce volcan qu'on trouve cette lave si particulière. Oui, tout à fait. Sur un volcan actif, en tout cas, c'est le seul au monde pour lequel on va trouver ces laves avec cette composition tellement particulière. Aujourd'hui, le Langai est le seul volcan actif au monde à cracher des carbonatites. Pour atteindre le sommet, aucun sentier balisé. Mwenga ouvre la marche à la recherche d'un chemin praticable. De toute ma carrière de géologue, je n'ai jamais vécu d'ascension aussi éprouvante. Le volcan ne culmine qu'à 3000 mètres d'altitude, mais la pente est raide, plus de 45 degrés, et le sol extrêmement glissant en raison des retombées volcaniques. J'ai jamais vu une pente aussi raide. Vache. Bolé. On est bientôt arrivé. Yeah. All right. Aucun doute, la demeure du dieu Engai se mérite. Après plus de 7 heures d'efforts, nous atteignons enfin le sommet. Bienvenue sur le Langai. Merci. Quand j'arrive ici, je me sens à ma place. Je me sens bien, en paix. C'est un moment unique, là, de pouvoir être au sommet de l'Olangai, d'entendre la respiration du volcan. Oui, c'est vraiment magique de revenir ici après si longtemps. Et effectivement, j'ai l'impression qu'on sent des souffles ou des petits tremblements. Clairement, il y a quelque chose qui se passe directement sous la surface. Là, le paysage qu'on a sous les yeux, c'est absolument hallucinant. Hein. Toi, quand tu es venu ici avant l'éruption, Le paysage, il était comment? Il était totalement différent. Donc, on avait une plateforme qui était tout à fait plane, toute blanche. Et au centre de cette plateforme, on avait plusieurs ornithos comme ça qui grandissaient. Les ornithos, c'est... Ce sont des petits cônes autour des bouches éruptives. À force d'accumuler du matériel, on forme des petits cônes et qui sont souvent très pentus. Donc, à l'époque, tu pouvais marcher dans le cratère. Le cratère était complètement plein. On pouvait sans problème aller d'un côté à l'autre du cratère, ce qu'effectivement on ne pourra pas faire aujourd'hui.
c'est en fait cette ancienne plateforme qui a été complètement creusée par la dernière éruption explosive et qui a transformé totalement la morphologie du sommet du volcan. Là, globalement, on a un volcan qui est vraiment très effusif, le plus effusif au monde. Et puis de l'autre côté, il peut être aussi très explosif. On a souvent sur les volcans différents types d'éruptions, mais ici c'est vraiment deux extrêmes qu'on peut avoir. Et donc on a émis l'hypothèse que c'est vraiment un comportement cyclique et on essaye encore de comprendre comment il passe de l'un à l'autre et pourquoi. Le Lengai alterne entre deux types d'activités volcaniques. L'activité effusive est caractérisée par un magma très fluide, les carbonatites, qui donne naissance à de larges coulées de lave. L'activité explosive, comme celle de 2007, engendre quant à elle un magma visqueux, provoquant des éruptions dévastatrices. Le Lengai est le seul volcan au monde à abriter ces deux types d'activités dans un même cratère. Une véritable curiosité scientifique. En cartographiant pour la première fois le cratère du volcan, Mathieu Kervin espère lever le voile sur certains de ces mystères. Le soleil se couche déjà. La science devra attendre le lendemain. Nous passons la nuit dans les nuages, bercés par les grondements du dieu Engai. Au petit matin, engourdis par l'air glacé de la haute montagne, nous n'avons pourtant qu'une seule idée en tête, observer la lave du Lengai. La chance est avec nous. Après une nuit passée au sommet du volcan, l'activité du Lengai s'intensifie et la lave est bien visible. Mais impossible de s'approcher davantage. Les bords du cratère sont instables et le moindre faux pas pourrait s'avérer fatal. Pour cartographier le cratère, Mathieu Kervin survole la bouche du volcan à l'aide d'un drone équipé d'une caméra. Une première pour ce volcan rarement exploré. C'est bon, Mathieu, là, le drone est dans le cratère. Tu vois, on peut s'approcher vraiment tout près, sans risque. Waouh. Et on peut vraiment aller voir dans la bouche éruptive. Il ne faut pas que je m'approche de trop non plus parce que... Waouh. Ouais, c'est exceptionnel. C'est vraiment pour ça qu'on est venu. Hein. Waouh, ça y est. On n'a pas fait l'ascension pour rien. Ouais. Avoir des carbonatites comme ça, j'en rêvais, mais alors... Ouais, tu vois, c'est vraiment des projections de quelque chose qui doit être peut-être un petit lac de lave en profondeur. Et puis il y a des bulles qui explosent et qui envoient ça à la surface. On voit la fluidité, elle est incroyable. C'est la fluidité d'à peu près de l'huile d'olive, on dit souvent. Oui, c'est ça. C'est vraiment les laves les plus fluides qu'on trouve dans le monde entier, en fait. C'est typiquement lié à cette composition qui ne contient presque pas de silice. Là, si on pouvait descendre et qu'on prenait la température, la lave, elle sort à combien? Les mesures qu'on pouvait être faites avant l'éruption explosive, quand on avait accès à ces laves, on donnait des températures de 500 à 550 degrés. Pour un volcanologue, c'est froid. Oui, c'est vraiment très froid. Oui, normalement, on est à 800, voire 1100 degrés pour les laves de l'Etna. Donc là, tu vas rentrer dans ton laboratoire de recherche avec ces images. Tu vas en faire quoi? On a des programmes spécialisés qui, grâce aux images et au fait que chaque image possède également un point GPS, donc une coordonnée, on va pouvoir les rentrer dans ces logiciels et ça va nous permettre de reconstituer en 3 dimensions l'ensemble du cratère. Et donc ça peut nous permettre vraiment d'analyser et de cartographier ce cratère. Mathieu Kervin espère retourner régulièrement sur le sommet du Lengai afin de suivre son évolution. Grâce aux cartographies qu'il réalisera, il pourra suivre le comblement progressif du cratère et peut-être percer le mystère du caractère cyclique de cette activité unique au monde. Mais l'Olduvai Lengai étend son influence bien au-delà de son sommet. Au pied du volcan, une immense étendue d'eau est directement impactée par son activité. Le lac Natron est une oasis de vie dans ce désert de roches et de cendres, célèbre pour les centaines de milliers de flamants roses qui viennent s'y reproduire chaque année. En tout cas, c'est magique. Avec cette lumière, c'est incroyable. Le lac Natron est indissociable du volcan qui le domine.
Pour mieux comprendre comment le volcan influence le lac, Mathieu Kervin étudie la composition de ses eaux. L'eau saturée en éléments chimiques d'origine volcanique est impropre à la consommation humaine. Mais elle cache un tout autre trésor. Mathieu, que fais-tu avec cet instrument? Ici, on a une sonde qui permet de mesurer les caractéristiques à la fois physiques et chimiques de l'eau. On va mesurer d'abord ce qu'on appelle le pH, savoir si l'eau est plutôt acide ou plutôt alcaline. Et ça va dépendre des minéraux qu'elle contient dissous dans l'eau. Je la plonge dans l'eau qu'on a échantillonnée ici dans la source. Et alors, tu peux lire là sur l'écran. Et on voit le résultat. 10,27. 10,27, ouais. C'est vraiment une valeur que j'ai jamais vue. Ah oui, alors c'est vraiment, vraiment très alcalin. Alors, on rappelle le pH normal, c'est... De l'eau neutre, c'est 7. Acidité, c'est tout ce qui est en dessous de 7. Voilà. Et au-dessus de 7, alors on est dans ce qu'on appelle basique ou alcalin. Ça a à voir avec la nature des laves que l'on voit sur le Langai, qui sont des carbonatites. Oui, tout à fait. Les roches volcaniques ici, dans la région du rift africain, sont des roches alcalines. Donc elles contiennent énormément de sodium, de potassium. Et donc avec le temps et l'altération, l'eau va lessiver ces roches et ces éléments vont être transportés dans l'eau de pluie et puis vont petit à petit rejoindre le lac. Et puis au fur et à mesure de la saison sèche, le lac va s'évaporer. Et avec l'évaporation, on va dire que cet élément va être saturé, il va être trop concentré dans l'eau et alors il va se redéposer sous forme cristalline pour former des croûtes de sel. On le voit ici, le processus est en cours. L'évaporation fait que la croûte de sel est en train de se former. Ce sel constitue une ressource inestimable pour les habitants de la région. Durant les 6 mois que dure la saison sèche, les femmes Maasai viennent quotidiennement prélever de larges plaques du précieux minéral. Anna est l'une d'entre elles. Accompagnée par le chef du village, équipée d'une simple machette, elle sillonne sans relâche l'immensité de ces rives asséchées à la recherche des meilleures plaques de sel. Bonjour, enchanté Arnaud. Ah, voilà l'épaisseur de la plaque. Ah, on voit bien le sel qui est cristallisé. On coupe des plaques comme celle-là. Comment choisissez-vous les plaques où vous extrayez le sel? C'est le son qui m'indique s'il y a du sel ou pas. Quand je sens que le sol est léger, je sais qu'il n'y a pas de sel. S'il est plus dense, c'est qu'il y a du sel. Ce sel que vous exploitez, que vous coupez en plaques, vous en faites quoi après? Quand il est sec, on le ramène au village à dos d'âne. Une fois à la maison, on le prépare et on le vend. Donc en fait, c'est le volcan qui vous donne cette richesse. Oui. Grâce à ce sel, nous pouvons éduquer nos enfants. On achète des stylos, des livres, on paie les frais de scolarité. Le Langai est notre Dieu. Nous nous soumettons à lui et nous le prions. C'est notre tradition à nous, les Maasai. Sur les rives du lac Natron, le temps semble s'être figé. En 2006, des paléoanthropologues y ont découvert les empreintes fossilisées d'Homo sapiens datant de plus de 20 000 ans. Ici, c'est l'activité volcanique du Langai qui a permis la conservation de ces témoins d'un autre temps. Des coulées de boue transportant des cendres ont dévalé les pentes du volcan et recouvert ses traces, les protégeant ainsi des intempéries pour des milliers d'années. Aujourd'hui, l'érosion nous révèle ces vestiges inestimables. Je suis dans un endroit qui est extrêmement émouvant puisque je me promène sur les rivages du lac Natron d'il y a 20 000 ans. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est ce que je commence à découvrir ici. Ce sont les empreintes de nombreux animaux
mais également d'Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire des gens exactement comme moi aujourd'hui, qui vivaient là, dans cette Rift Valley, au pied d'un volcan extrêmement actif, l'Olduvai Langai. L'Olduvai Langai est une page vivante du livre qu'a ouvert il y a 40 millions d'années la fracture du rift est-africain. En terre Maasai, le volcan du dieu Engai constitue pour les hommes et les femmes de cette communauté un repère immuable dans ce paysage de cendres et de sel. Thank you.